Grand est notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal de 7 heures sur la RTN6. C'est une promesse réalisée. 220 bus neufs et climatisés mis en circulation au profit des étudiants congolais. Hier vendredi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé la mise en circulation de Trans Academia à la grande satisfaction des bénéficiaires. Reportage. C'est un dispositif qui a toujours annoncé un événement peu ordinaire. Ici, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, officiels et autorités académiques, ainsi que les représentants des étudiants de l'université et instituts supérieurs, sont venus assister à la cérémonie officielle de remise en service des bus Trans Academia consacrés à la mobilité des étudiants congolais. L'initiateur de ce grand projet, dont la jeunesse remonte au 5 mai 2021, lors de sa visite des campus universitaires de l'UPN et de l'INBTP, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement ce vendredi 24 février 2023 pour lier la parole à l'acte. Chose promise, chose due. La population congolaise en général et la communauté estudiantine n'oubliera pas de sitôt ce jour. C'est un jour historique, a confié le directeur général de ce nouvel établissement qui n'a pas caché sa joie. Trans Academia, c'est en plus une expérience inédite dans le secteur du transport. Car, pour la première fois, le paiement dématérialisé des titres de transport sera déployé dans notre pays à travers un public friand des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est via son application mobile Android ou iOS et les sites internet www.transacademia.cd que notre jeune établissement assurera le transport exclusivement pour les étudiants préalablement identifiés à travers des souscriptions volontaires et validées par un abonnement, selon le choix d'un mois, 2 semaines, 1 semaine, pourquoi pas 3 jours. Au nom de ses camarades, le président national des étudiants a remercié le chef de l'État avant de lui promettre leur soutien total aux échéances électorales prochaines. Plusieurs actions ont été menées pour l'intérêt de l'étudiant congolais et d'autres sont en cours. C'est le cas par exemple de la connexion Wi-Fi, la connectivité à Internet gratuit pour accéder à la bibliothèque numérique nationale, la suppression de la vente des syllabus qui était devenu un casse-tête pour des parents à revenus faibles, mais aussi une discrimination de premier ordre pour nous étudiants. La réhabilitation des logements des étudiants à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, à l'Institut du bâtiment et des travaux publics, pour ne citer que cela, et la construction des universités à travers le pays sont une preuve irréfutable de votre engagement inlassable dans les credos que vous avez toujours prônés. Instaurer les meilleures conditions d'études pour empêcher ces sentiments exacerbés des étudiants de quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Ainsi, j'ai pris au bon Dieu de bien vouloir vous accorder la vie afin que nous vous ayons comme chef de l'État le plus longtemps possible et qu'il vous donne la force d'accomplir toute la vision que vous avez sur l'étudiant congolais. Et nous vous rassurons du haut de cette tribune de notre accompagnement, de notre engagement patriotique, de se tenir tous debout derrière vous afin de défendre notre pays convié et envoûté. Après les allocutions des différents intervenants, place au lancement de la mise en circulation de bus Academia par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie intervient un mois après celle de la remise officielle du premier lot des bus. Plus de 450 arrêts de bus seront aménagés pour 58 lignes dans différentes communes afin de permettre le ramassage des bénéficiaires. Ces bus neufs et climatisés seront désormais observés sur les grandes artères de la capitale congolaise. Seuls les étudiants en ordre avec leur abonnement semestriel ou mensuel y seront admis. Aux bénéficiaires d'en faire bon usage.
Et sachez qu'après Kinshasa, les étudiants des provinces vont aussi bénéficier de Transacademia à l'Institut supérieur de commerce où s'est déroulée la cérémonie du lancement. Son directeur général se dit honoré de voir son établissement recevoir pour une première fois un chef de l'État. Emile Goïkasongo est au micro de Fanny Kikoufi. Le chef de l'État a apporté une solution. Il y a un pays solution, mais il y a aussi un chef d'État solution. Parce que dans cette affaire, c'est quoi? Les parents, ils payent beaucoup d'argent pour les transports de leurs enfants. Aujourd'hui, à travers Transacademia, les enfants vont payer les prix des transports les plus bas. C'est une facilitation, c'est presque concessionnel, n'est-ce pas? Parce qu'un enfant qui paye par exemple 350 francs et qu'il est capable durant toute la journée de faire au moins 6 trajets. Il peut venir à l'école, il peut voir un ami qui est malade, il peut aller voir un oncle qui a un petit problème, il peut aller à la bibliothèque. Et tant qu'il est dans les réseaux Transacademia, son titre restera encore valable. C'est une avancée. C'est le pouvoir d'achat qui est préservé pour les familles, pour les parents. Les parents vont quand même réaliser des économies sur les budgets relatifs au transport de l'air. Donc, de ce point de vue-là, c'est une prouesse. Que dire de l'événement, d'ici de l'événement, du lieu où l'événement est lieu? C'est l'IEC, la grande école de commerce dont nous portons la vision, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vraiment, c'était un jour historique. Ce 24 février 2023 restera gravé dans la mémoire de plusieurs générations, des étudiants et des personnels des lycées. Nous sommes reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses gestes. C'est un petit pas pour lui, mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour toute la communauté de l'IEC, de cette grande école de commerce. La plus grande, vous savez, de l'Afrique centrale. C'est aujourd'hui que va se tenir la 22e session annuelle ordinaire de la Communauté économique d'Afrique centrale, session au cours de laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, rendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale au Gabonais Ali Bongo. Hier, déjà, plusieurs chefs d'État ont foulé le sol quinois. Reportage. En prévision de la 22e session annuelle ordinaire de la Communauté économique d'Afrique centrale, CEAC, qui se tiendra ce samedi 25 février 2023 à Kinshasa, plusieurs chefs d'État et du gouvernement sont arrivés à Kinshasa ce vendredi 24 février 2023. Après le président burundais Evariste Ndayishimiye qui est arrivé à midi, c'était le tour du président du Sao Tomé, Carlos Villanova, qui a atterri à 14h de Kinshasa. À la descente de l'avion, le président santoméen a été accueilli par Nana Manoanina, ministre pour le président. Après les honneurs militaires, Carlos Villanova a été conduit au pavillon présidentiel pour quelques instants avant de prendre son cortège pour le centre-ville. Le président camerounais, lui, sera représenté à ses assises par son premier ministre, Joseph Dion Ngouté, qui est arrivé à 15h45. Au pied de l'avion, le premier ministre camerounais a été accueilli par Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui, après les honneurs militaires, l'a accompagné au salon présidentiel de l'aéroport international de Njili avant de prendre son cortège pour le centre-ville de Kinshasa. 18h10, le jet privé du président centrafricain s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Faustin Archange Touadéra est salué par Jean-Lucien Boussa Togba, ministre du Commerce extérieur, qui l'a conduit au salon présidentiel avant de rejoindre son domicile provisoire de Kinshasa. Le président équato-guinéen sera représenté à ce sommet par son président de la Chambre des députés de la République, Gaudensio Moaba Messou, dont l'avion a atterri à 18h45. Le speaker de la Chambre basse de la Guinée équatoriale a été accueilli par Olivier Mwenze, ministre de l'Énergie. Tout protocole respecté, le représentant de Todor Obiangema a été conduit au centre-ville. Au cours du sommet de la CEAC qui se tiendra ce samedi à Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passera le bâton de commandement au Gabonais Ali Bongo après une année de règne à la tête de cette organisation sous-régionale.
Vous l'avez peut-être suivi, en Tunisie, une campagne pour contrôler les sans-papiers a été lancée. La situation devient difficile pour les migrants avec des arrestations arbitraires et agressions verbales racistes. Et pour se rassurer de la sécurité des Congolais vivant en Tunisie, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a convoqué hier l'ambassadeur de ce pays en RDC. Doris Mozo pour d'autres détails. Les Congolais à l'étranger peuvent se savoir suivis et soutenus par le gouvernement de la République. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapena-Pala, voulait s'assurer que la situation en Tunisie assure la sécurité des Congolais en général et celle de 4500 étudiants en particulier. Il a reçu Bouzekri Hermili, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en République démocratique du Congo pour dissiper les malentendus et mettre en confiance les Congolais vivant en Tunisie. J'ai rassuré donc son Excellence, Monsieur le VPM, que la situation est très normale. Il y a peut-être quelques peut-être donc arrestations, si j'ose dire, mais ça ne concerne pas les Congolais. Donc, puisque généralement, à 99,99% des Congolais, ils sont en Tunisie, et donc dans une situation régulière. La situation sera suivie de très près pour que, quel que soit le cas, le traitement respecte les règles élémentaires de droits humains. Les parents restés au pays doivent garder le calme, la République veille. Bien avant, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait reçu la délégation de l'Union européenne venue lui présenter la nouvelle stratégie de cette institution internationale dans la région des Grands Lacs qui sera axée sur comment contribuer à la paix, à la sécurité et au développement, a dit Bernard Quentin. Je suis venu essentiellement présenter la nouvelle stratégie pour les Grands Lacs que l'Union européenne a adoptée ce lundi. Comment nous pouvons aider à l'apaisement et arriver à la paix et à la sécurité dans la région, mais aussi sur le moyen et le long terme, donc le développement durable, à travers une bonne gestion des ressources qui profitent à la population locale. Tous les partenaires de la République démocratique du Congo sont sensibilisés sur cette question de l'Est par la diplomatie menée par Christophe Lutundula Apalapena-Pala sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La 54e session du Conseil des ministres de l'OHADA s'ouvre ce lundi 27 février à Kinshasa. En prélude de ces assises, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présidé la réunion préparatoire. Oscar Mbalkaï. Des travaux préparatoires pour accueillir en RDC la 54e session du Conseil des ministres de l'OHADA, entendez Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. La RDC, qui a pris les commandes de cette organisation panafricaine, veut insuffler un nouveau souffle au sein de cette structure, surtout en matière de gouvernance. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui a présidé ces travaux. Je connais le dynamisme et l'assiduité devenus légendaires dans nos rangs et je sais pouvoir y compter tout au long de nos travaux. La présidence tournante de la République démocratique du Congo à la tête de l'OHADA coïncide cette année avec le 30e anniversaire de création de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Durant 2 jours, vous aurez à examiner les 4 rapports ci-après. Le rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2020, les rapports du comité des sages, les rapports de l'audit externe sur la gestion administrative et financière de l'OHADA et les rapports d'audit interne de l'OHADA. À l'heure actuelle, l'espace OHADA regroupe 16 pays, dont 8 de la zone UMOA, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, ainsi que 6 autres pays de la zone CEMAC, Cameroun, République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad, les îles Comores, la Guinée et la République démocratique du Congo.
Le comité exécutif de l'ITIE RDC a tenu le jeudi une réunion à Kinshasa et pour cette 121e réunion présidée par le ministre d'État en charge du plan, l'adoption du rapport ITIE 2021 était à l'ordre du jour. Peggy Mukunda. La 121e réunion du comité exécutif de l'ITI-RDC s'est tenue sous la présidence du ministre d'État, ministre du Plan, ad intérim Crispin Badou. Plusieurs points ont été débattus, notamment celui relatif à l'adoption du rapport pour l'exercice 2021 qui a été soumis à la critique du consultant indépendant KPMG. Après remis ménage, le rapport a été adopté et sera publié dans les prochaines heures sur le site de l'ITI-RDC. C'est vrai que la RDC avait sollicité une prolongation de la date d'échéance pour la publication de ce rapport qui était du 31 décembre 2022. On avait demandé 3 mois, mais ça n'a pas rencontré apparemment la position du comité de mise en œuvre. C'est pour ça qu'avec les pays amis, nous avions sollicité que cette question soit remise à la table du conseil d'administration et le conseil se tiendra le 27 de ce mois à Buenos Aires. Comme le comité exécutif vient d'adopter le rapport, qui était même la cause de cette peur même, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mais pour information, nous nous préparons déjà à la grande messe de l'ITIE qui va se tenir au Sénégal le 13 et le 14. Vous pouvez voir sur notre site, les enregistrements sont ouverts et pour votre information, notre président est invité d'honneur là-bas, surtout que nous sommes un pays qui fait bouger le monde sur les questions de transition énergétique. Ainsi, la RDC échappe à une suspension, une bonne note validée par les comités exécutifs. Et puis parlant de cette formation des douaniers initiée par la coopération allemande, question de les mettre à la hauteur dans la zone de libre-échange. L'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange lui offre beaucoup d'avantages et en même temps nécessite une formation solide à ceux de nos compatriotes, principalement les douaniers qui sont parmi les grands animateurs de notre participation à ce cadre d'intégration régionale et continentale. D'où l'intérêt de cet atelier de formation des formateurs initié par la coopération allemande à travers la GIZ au profit des 14 fonctionnaires douaniers. Nous avons l'appui de nos amis de la coopération allemande pour nous initier à tous ces outils, comme ça le pays ne sera pas dépourvu quand il faudra mettre ça en musique. Pour une fois que les Africains se mettent ensemble pour travailler, on peut encourager l'initiative, c'est bien. C'est une formation qui va aller de façon continue. On a eu 13 plus, il y a à peu près 14 participants. La douane étant un service au premier plan, nous avons formé nos douaniers afin que lorsque le Parlement aura mis tous les outils en notre possession, nous puissions rendre les accords de la GZCAF opérationnels en République démocratique du Congo. L'appui de la GIZ à la République démocratique du Congo, mise en œuvre par la GFA, prévoit dans son lot 2 un appui au service de l'administration des douanes DGDA en vue de renforcer ses capacités techniques, opérationnelles et gestion de la zone libre-échange CAF, notamment dans les domaines des règles, épreuves d'origine, mécanismes d'assistance administrative et technique. Et puis cet atelier organisé hier à Kinshasa sur les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte des cas de corruption par action pour la justice, le développement et les droits humains. Il était question pour les experts et défenseurs des droits de l'homme de réfléchir sur les nouvelles propositions qui renforcent les lois sur la protection des lanceurs d'alerte qui jouent un rôle crucial dans la dénonciation des crimes complexes. Reportage José Baïtombo, Ibrahim Chako. Comme des sentinelles, les lanceurs d'alerte sont à l'avant-garde dans la lutte contre des scandales financiers, de cas de corruption et autres, mais souvent ceux-ci sont seuls et bénéficient de peu de protection et régulièrement pris pour cible après leur révélation. S'ensuivent l'exil, l'arrestation, perte d'emploi et autres. Avec son projet Stop à la corruption pour l'émergence de la RDC, Action pour la justice, le développement et les droits humains veut pousser le décideur à voter des lois
plus protectrice. AJDDH compte d'ailleurs emmener les propositions des participants à cet atelier sur le mécanisme de protection des lanceurs d'alerte tenu à Kinshasa le 23 février auprès du législateur. Lorsque vous lisez cette loi portant protection des défenseurs de droits de l'homme, vous allez vous rendre compte que dans cette loi, il y a des dispositions qui fâchent. Il y a beaucoup des articles qui fâchent. La loi donne l'impression d'être plus une loi liberticide qu'une loi protectrice. Voilà pourquoi nous avions voulu inviter les experts à la réflexion pour voir quelles sont les dispositions qui fâchent, comment améliorer ces dispositions-là au niveau du Sénat. Mais aussi, j'insiste, comment la loi doit prendre en compte la particularité du travail de lanceurs d'alerte des cas de corruption. La protection des lanceurs d'alerte, quoi qu'il en coûte, un objectif qui se fixe désormais l'ONG AJDDH. Paul Sapou remplace Mwamba Mouchikonke à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme. La passation du pouvoir a eu lieu hier au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Louise Tsakala. Il est désormais à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Paul Moukoulou a pris officiellement les fonctions de cette institution d'appui à la démocratie après la remise reprise ce vendredi 24 février 2023 avec Mwamba Mouchikonke. En tant que pionnier de la CNDH, c'est avec joie et satisfaction que nous vous léguons aujourd'hui, malgré les difficultés rencontrées de tout genre, une institution que nous avons hissée au plus haut niveau de la scène internationale, africaine et nationale. Ma gratitude s'adresse aux hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. Je ne saurais clore ces moments sans oublier de mentionner le travail abattu au cours de la première mandature. À cet effet, je me dois de saluer l'œuvre du pionnier que vous avez réalisé, qui a eu le mérite de conserver la flamme des valeurs de dignité humaine et des droits de l'homme. Au regard de la situation des droits humains en RDC, les défis à relever sont énormes et la nouvelle équipe de la CNDH devra se serrer la ceinture. La société congolaise est encore sous l'emprise des pratiques surannées, empreintes des violations des droits fondamentaux. La CNDH a donc du pain sur la planche. Cette remise reprise s'est effectuée en présence du conseiller principal au collège juridique et administratif du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au Congo central, 60 experts au niveau provincial ont suivi une formation en matière de centres opérationnels d'urgence de santé publique. Question de renforcer leurs capacités essentielles de santé. Reporte Diane Balaka. Qui commence bien, finit bien. La première session de formation accélérée des gestions d'urgence en santé publique s'est clôturée avec une note de satisfaction. 60 experts au niveau provincial et national ont renforcé leurs compétences et leurs capacités essentielles de santé en matière de centres opérationnels d'urgence, de santé publique, tout risque et l'usage du système de gestion des incidents afin de renforcer la préparation en donnant la réponse aux épidémies. Sous l'égide du ministère de la Santé publique et Hygiène et Prévention, en collaboration avec l'Institut national de santé publique, appuyé par CDC Atlanta, Japaigo et AFNET. Au terme de ces 30 jours de formation, sans discontinuité, où 60 cadres de 26 provinces ont été renforcés en capacité sur la gestion des urgences de santé publique. La RDC peut continuer d'espérer un accompagnement. Nous accompagnons le ministère de la Santé, nous accompagnons l'Institut national de santé publique dans l'amélioration de la gestion des urgences. La promotion du bien-être de la population congolaise et le développement du capital humain sont assurés par la construction de la résilience liée à la sécurité sanitaire, explique l'un des participants. On nous a renforcé en capacité, en compétences. Nous avons fait aussi des exercices de simulation. Tout ça, c'était dans le sens de concourir à notre formation pour que ça soit plus efficace au niveau du terrain. Ces derniers ont reçu leur certificat à la fin de la dite formation. Les trophées ont été remis aux facilitateurs internationaux par l'INESP pour une bonne collaboration. Les opérations dites
Identification et enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle vont bientôt se terminer au Kasaï. Des problèmes techniques ont été constatés et la population demande à la Commission électorale nationale indépendante d'accorder une prolongation de l'opération. Rodépanda. La ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, était en ébullition le samedi 18 février 2023 avec l'arrivée triomphale de l'honorable professeur Félicien Kalala. Avec toute sa délégation, la population de Chikapa leur avait réservé un accueil chaleureux digne d'un fils du terroir. Une marée était venue soutenir et accompagner, mais également écouter le fils digne du terroir, Félicien Kalala, président national du parti Aigle du Congo pour le développement, appelé respectueusement Aigle du Kasaï. Il a tenu un meeting au stade Kanzala devant les autorités de la province, un seul message de sensibilisation de la population afin d'aller se faire enrôler massivement pour les élections à venir. Après, l'homme du moment est allé accomplir son devoir patriotique. Il en a profité pour demander à la CENI d'accorder aussi une période de rattrapage à cette heure opérationnelle pour permettre à toute la population du Kasaï d'aller se faire enrôler. Au regard des faibles taux de participation dans notre province du Kasaï, et particulièrement sur notre ville de Chikapa, c'est un impératif. Puisqu'il y a beaucoup de problèmes techniques, il y a insuffisance d'équipes électoraux. Normalement, il y a ceux qui font une semaine, ils se réveillent à 5 heures, 6 heures, ils ne sont pas enrôlés. Ce n'est que de droit. Nous pouvons demander à la CENI, organe compétent, de pouvoir prolonger avec un délai raisonnable pour que les filles et les fils du Kasaï et de Chikapa puissent tous s'enrôler. Il faut rappeler que le parti Aigle du Congo pour le développement, avec son président national, sont déterminés pour donner un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un contrat entre le PNUD et deux entreprises de construction a été signé hier vendredi au siège du PNUD pour la construction des infrastructures dans les provinces de Chopo, Maniema, Tanganyika, Sankuru, Sud Kivu et Chouapa dans le cadre du programme de développement de 145 territoires pour la construction des écoles, des centres de santé et autres administratifs. Reportage Mamita Bangoulou. L'obligation de le faire aboutir. Les responsables de ces deux entreprises ont apposé leur signature au bas des contrats en vue de construire les infrastructures. Au total, 314 infrastructures sur les 764 à réaliser au niveau du cadre de résultats. Les infrastructures sont concernées dans le Chouapa, Sud Kivu, Chopo, Maniema, Tanganyika, Sankuru. Le ministre du Plan d'intérim a souligné que le PNUD est une agence sérieuse. À chaque étape, le PNUD est présent. Nous osons croire qu'une entreprise qui ne réalisera pas chacune de ces étapes ne sera pas payée. Donc il n'y a pas de risque pour qu'il y ait détournement. Pour le PNUD, c'est un programme spécial de pays axé vers les ODD et le pays, c'est la qualité et l'assurance que la population attend. Le PNUD, on va apporter beaucoup d'attention pour suivre les travaux à deux niveaux. D'abord, dans chaque province, on aura des équipes ingénieurs. Il ne s'agit pas seulement de construire, mais aussi il y aura toute l'architecture, l'ingénierie sociale autour de ces assets qu'on va construire. Le DG des Safricas, Raphaël Kambere Moukoulou, a épinglé qu'ils feront tout à leur pouvoir pour honorer et agir dans la réalisation de ce travail. C'est pour nous, Safricas, une fierté, une continuation de nos actions dans le pays. Nous avons une tradition séculaire dans le domaine des constructions. Et nous, on veut apporter notre participation en ces programmes. Ici, on de noter que le programme de développement local des 145 territoires traduit la volonté des autorités congolaises à amener le développement à la base. Et le programme actuel. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Atachaki Bembi Machimi et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par José Dimono Kene, Joseph Milzola, Jonathan Mobalama. Retrouvez à 13h30 Tétis Samba pour le prochain journal. Très bonne suite de programme sur la RTNC.